Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Ride ton diabète. Dans ce nouvel épisode, j'ai souhaité rendre hommage à la recherche et à tous ceux qui, au quotidien, recherchent pour améliorer les traitements contre le diabète de type 1. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé au professeur Emmanuel Cosson, qui dirige ce qu'on appelle la cohorte SFDT1. Et donc j'ai choisi de lui donner la parole afin qu'il explique non seulement l'état de la recherche actuelle, mais aussi l'objectif de la cohorte SFDT1, comment ça se passe et les premiers résultats qui ont été obtenus. Voilà, on approche de la MOH et comme vous pouvez le constater, j'ai pas un cardio opérationnel, mais ça va le faire, ça se rapproche, je suis confiant. Maintenant je vous laisse avec le professeur Emmanuel Cosson, que je remercie encore d'avoir accepté ce temps d'échange avec moi. D'ici la prochaine vidéo, ridez safe et surtout, ridez votre diabète. Mais moi, j'ai envie que tu rides ton diabète. I want to ride my diabetes, diabetes, diabetes. La première question, Monsieur Cosson, donc vous êtes endocrinologue à la PHP au CHU de Bobigny, si je ne me trompe pas. Ouais, Vous êtes Bobigny, l'un Bondy et Sevran. vous êtes aussi l'un des coordinateurs de la cohorte SFDT1. On y reviendra un peu plus tard dans les questions. Est-ce que d'abord vous pourriez nous retracer votre parcours ainsi que vos principales missions actuellement et nous expliquer ce qui vous a conduit à orienter votre carrière, notamment vers la recherche sur le diabète de type 1 et Vu mon âge, ça fait longtemps, donc ça peut durer un peu longtemps, mais c'est pas grave. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une profession. Enfin, j'ai passé des tests après le bac en me disant, je sais pas quoi faire, mais j'étais plutôt bon élève et mes parents m'ont poussé après des tests à aller en médecine, alors que je disais, je vais faire kiné ou sinon je vais faire ingénieur. Voilà. Donc j'ai commencé à faire médecine. Je connaissais que la médecine générale, donc je pensais que je serais médecin généraliste. Et puis finalement, j'ai pu aller en spécialité. C'est des concours progressifs. J'ai choisi la diabéto un peu par hasard. C'est le premier stage de spécialité dans les spécialités qui me plaisaient, qui me convenaient. Parce que sinon, c'était rhumato, médecine interne. Et puis finalement, j'ai passé des diplômes supplémentaires. Puis j'ai pu accéder au poste de professeur, puisqu'il faut avoir une thèse de médecine et une thèse de sciences. Enfin, il y a c'est compliqué, quoi, pour y arriver, on va dire. Voilà, donc j'ai fait avec. Puis finalement, voilà, le cursus fait qu'on devient chef de service ou pas. Donc là, actuellement, je suis chef de service, donc on devient aussi manager. Et donc les missions de professeur et docteur, donc on va soigner des patients, donc c'est notre rôle primaire, on a été enseigné pour ça. On est enseignant donc à la faculté avec des étudiants, éventuellement avec les gens du service, avec nos patients et dans le diabète notamment, on fait pas mal d'éducation thérapeutique et c'est de l'enseignement finalement, des échanges. On fait aussi donc de la recherche, c'est une de nos missions et puis du management. Et donc sur la partie recherche, on trouve des créneaux et moi je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses, notamment au risque de faire des maladies du cœur, le risque cardiovasculaire et puis, sur le diabète, une des populations très spécifiques du diabète, c'est-à-dire l'hyperglycémie et le sucre élevé dans le sang, c'est le diabète de type 1 puisque c'est quelque chose d'assez pur où il y a plus de sécrétion d'insuline par le pancréas et donc on a décidé de faire une cohorte avec la Société francophone du diabète et j'ai été mandaté par la Société francophone du diabète avec le professeur Jean-Pierre Rivlin de la Riboisière de créer cette cohorte qui a une vie on a dû commencer à 8-9 ans, c'était très long, juste l'initiation de la cohorte. Et c'est promu par une fondation, la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète. Donc c'est un peu ça le cursus, un peu du hasard, bien sûr des choses qui m'intéressaient évidemment, mais voilà, la vie. rentrons dans le vif du sujet maintenant. Comment décririez-vous l'état actuel de la recherche dans le domaine du diabète de type 1? Quels sont les progrès majeurs, on va dire, qui ont marqué ces dernières années, que ce soit dans la compréhension et du traitement du DT1? J'élargis la question. Quelles sont actuellement les principales pistes de recherche explorées pour faire soit reculer ou guérir le DT1? Et je pense à toutes les pistes parce qu'on a vu récemment, il y a, je crois, Sana Biotechnologies qui a commencé à donner des résultats en matière de transplantation sans immunosuppression, ce qui est quand même Mmh. vecteur d'espoir pour nous inespéré. On a aussi cette personne en Chine qui a été à peu près guérie selon la presse du diabète de type Mmh. 1. Donc voilà, large question, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Ouais, mais alors
C'est très large, hein. On a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. Si on parle spécifiquement du diabète de type 1, on va dire déjà sur les personnes qui vivent déjà avec un diabète de type 1, il y a eu énormément d'améliorations sur, la surveillance du taux de glucose, puisqu'avant on se piquait au bout du doigt et maintenant on a les capteurs, donc ça c'est un progrès, majeur. La deuxième chose, c'est l'administration de l'insuline, puisqu'on manque d'insuline, il faut avoir de l'insuline et c'est en sous-cutané, hein, c'est pas des comprimés, donc c'est quand même des injections et cetera et donc on a eu les pompes à insuline, c'est-à-dire au lieu de se faire des piqûres 4 fois par jour en général, donc 1 fois, parce qu'on a besoin d'insuline en permanence, donc l'insuline pour vivre, on va dire, on a besoin de tout le temps d'insuline et puis on a besoin d'insuline pendant 2-3 heures au moment où on mange, donc juste avant de manger. Donc une personne qui vit avec un diabète de type 1, il a à se piquer au moins 4 fois s'il mange 3 fois. 1 fois pour sa dose d'insuline qui dure longtemps, qui va le couvrir, qui va le protéger et puis pour ses insulines pour manger, donc 4 piqûres. Et puis il y a eu des systèmes qui ont été, développés, miniaturisés avec des pompes à insuline, qui sont, allez, comme une, souris, comme ça, heu, qu'il faut relier, qui est sur soi, hein, donc c'est pas très pratique, mais n'empêche, voilà, l'insuline est dedans et ça va délivrer l'insuline. Et puis comme je vous ai dit, on a la mesure continue du glucose maintenant, bah, il y a des algorithmes qui ont été créés et cet algorithme va être entre la mesure continue du glucose et la pompe et va administrer l'insuline en oui, non, plus ou moins, pour essayer d'avoir un taux de sucre dans le sang, normalisé, pour éviter les complications. Parce que quand le corps est soumis à une hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang pendant longtemps, bah, il s'abîme, les yeux, les reins, les nerfs, les artères, dont on parlait tout à l'heure, le cœur et donc ça permet vraiment d'améliorer, le diabète. Donc ça, c'est vraiment des évolutions majeures et puis on a développé notamment dans le diabète de type 2, donc l'autre type de diabète, des molécules qui protègent à la fois de l'hyperglycémie, mais aussi ils protègent le rein, ils protègent le cœur et ces molécules, on est en train d'essayer de les tester aussi dans le diabète de type 1, excusez-moi et donc du coup, ça, on espère qu'il y aura aussi un bénéfice carrément en termes de protection du rein, en termes de protection, des organes et du cœur. Donc ça, c'est la personne qui vit déjà avec son diabète. Vraiment, il y a eu beaucoup d'évolutions et je suis un peu vieux, mais pas complètement, mais j'ai vécu tout ça et c'est merveilleux. La deuxième chose, vous avez parlé de la guérison, donc effectivement, est-ce qu'on pourrait se dire: «On va guérir?» Donc il y a des greffes qui sont déjà faites, hein, des greffes d'îlots. C'est des îlots qui viennent de personnes qui sont décédées. Donc on peut récupérer, à partir de donneurs, mais il faut effectivement avoir un traitement, immunosuppresseur puisque les cellules viennent d'une personne, qui n'est pas dans notre corps et donc on se protège contre elles. Donc on va empêcher le corps de détruire ces cellules qui viennent de quelqu'un d'autre et on donne des cellules qui sécrètent l'insuline. Donc ça se fait, c'est remboursé en France, hein, depuis, 2021. C'est vraiment très spécialisé et on ne le fait que pour des personnes qui ont un diabète extrêmement difficilement contrôlable, avec, trop d'insuline d'un coup, avec un manque de sucre qui gêne beaucoup dans sa vie courante et il y a, bah, cette immunosuppression qui peut poser des problèmes. Mais on a des données maintenant qui montrent que, ça protège vraiment de la mortalité, des complications du diabète et qu'il y a pas de risque a priori associé à cette, immunosuppression, par exemple. Il y a pas plus de cancer ou des choses comme ça parce que c'est des choses qu'on ne savait pas. Le problème, il y en a plusieurs, vous l'avez évoqué, c'est d'avoir des cellules qui sécrètent de l'insuline, les cellules, qu'on prend d'un donneur, décédé, et aussi le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur au long cours, voilà et donc maintenant, il y a des travaux qui se font sur des cellules, souches, c'est-à-dire des cellules qui peuvent se développer en ayant plusieurs propriétés et donc on va essayer de les faire se développer à faire des cellules, qui font de l'insuline, en fait. Mais pareil, elles viennent d'un corps étranger et il y a une immunosuppression, une modulation. Mais quand même, on a des études avec peu de patients, mais on voit que ça peut marcher. Et puis vous l'avez évoqué, il y a une patiente, en Chine qui a eu un traitement alors elle avait un traitement immunosuppresseur en fait pour autre chose, parce qu'elle a besoin, mais pas pour son diabète de type 1 et on a développé à partir d'une cellule, du tissu adipeux d'elle-même, on va dire fait transformer sa cellule et elle peut sécréter de l'insuline. Et a priori, ça marche. Donc c'est génial. Bon, c'est un cas en Chine chez une dame qui avait déjà un traitement immunosuppresseur. Voilà, un cas. Mais n'empêche, c'est super, c'est des ouvertures, géniales et puis maintenant, ce qui est en train d'être,
travailler, c'est de la thérapie génique. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que, sur les cellules greffées, on va faire en sorte qu'elles soient, moins sensibles aux attaques qui vont se diriger sur un corps externe et qu'elles vont persister et on a des résultats très encourageants. Alors c'est encore, des études très préliminaires, c'est-à-dire faut pas se précipiter et faut pas aller voir votre diabétologue en disant: «Ah c'est super, on a trouvé». On a des études à court terme, on ne sait pas au long terme si ça pourrait poser des problèmes. Encore une fois, on a toujours nous en tête, des problèmes éventuellement de développement de cancer, enfin, on ne sait pas, hein, on sait pas du tout. Mais on espère que non et en tout cas, les résultats sur le fait qu'on n'ait plus besoin d'insuline sont excellents, sont excellents. Voilà, avec un très bon équilibre glycémique. Admettons, d'ici 20 ans, on aura enfin trouvé la solution finale pour guérir ou éviter, le diabète. 20 ans, c'est peut-être un peu tôt, on va dire. Mais je pense qu'on aura commencé à faire des choses avec, ce dont tu as parlé, la thérapie génique et tout ça. Oui. Je pense vraiment, oui, ça va se développer. Le troisième point, puisque vous parliez des innovations, c'est les traitements de protection chez des personnes qui vont développer un diabète de type 1, mais qui n'est pas encore, révélé. C'est-à-dire qu'une personne qui a un diabète de type 1, en fait, il naît, je suppose, avec 100 de toutes les cellules qui sécrètent l'insuline, mais le diabète, il va vraiment s'exprimer et on va avoir une hyperglycémie, donc ce sucre dans le sang, que lorsqu'il lui reste que 10 du pool de cellules qui sécrètent l'insuline. Donc qu'est-ce qui se passe entre les 100 et les 10 Cette descente, en fait, c'est le système immunitaire qui va venir détruire les cellules progressivement. Et donc, on peut identifier ce mécanisme, c'est-à-dire ce processus qui fait qu'il y a les cellules qui sont en train de se détruire parce qu'on peut doser dans le sang des anticorps qui montrent qu'il se passe ce processus-là. Et donc, chez ces personnes qui ont des anticorps, on peut donner des produits qui vont ralentir ce processus de destruction. Et pour l'instant, on a des données qui montrent un ralentissement de ce processus qui fait que ça retarde de 2 à 3 ans vraiment le diagnostic du diabète de type 1. C'est toujours ce temps-là de gagner. Voilà, et donc ça, c'est une grande nouveauté et ça se développe beaucoup, le dépistage, et cetera. Et par exemple, on développe des programmes là en France, chez les apparentés, de personnes qui ont un diabète de type 1. C'est-à-dire, j'ai un diabète de type 1, mes frères, mes sœurs, mes frères, enfin voilà et les parents éventuellement s'ils sont assez jeunes, parce que finalement mais souvent c'est plus tôt. Et si moi je suis parent, si j'ai mes enfants, est-ce que mon enfant est à risque de développer un diabète de type 1 aussi? Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque, il est très faible, 5 on va dire, si j'ai un enfant en moyenne, hein, c'est pas très fort, mais il est quand même beaucoup plus fort que dans la population générale. Mais Mmh. souvent, par ces processus, on va plutôt être rassuré. Il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de mécanisme et puis quelques enfants: «Ah oui, il y a les anticorps», bah, au moins on le sait et puis s'il y a beaucoup d'anticorps, c'est sûr, il va développer un diabète de type 1. On peut envisager un traitement pour ralentir le processus. Voilà, mais c'est vraiment les choix des familles, il faut l'accompagner. C'est difficile à prendre comme décision évidemment. Oui. De faire les dépistages, ça peut être stressant et ça, on accompagne, beaucoup. Et ça fait écho à mon propre cas personnel pour être totalement transparent. J'ai un enfant de 6 ans Mmh. et peu de temps après sa naissance, sa pédiatre m'avait demandé si je voulais faire, des tests, pour justement vérifier la présence d'anticorps. À l'époque, j'avais dit non parce que j'avais un fort sentiment de culpabilité déjà envers moi. Mmh. Là, ce genre de réponse, ça peut éventuellement me faire changer d'avis parce que, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce genre de pas de traitement, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y avait ce Et bah, voilà. possibilité de prévenir que donc je vais me renseigner. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de culpabilité souvent, chez un parent qui a un enfant malade lorsque voilà, et je trouve ça terrible parce que le diabète de type 1, clairement, il tombe sur la gueule des gens et ils ont enfin voilà. Enfin, personne ne mérite une maladie vraiment, hein. Mais c'est quelque chose, bah, ouais, ça tombe sur la gueule et souvent c'est un coup près, hein, c'est on off. Avant, il y avait pas, maintenant j'ai un diabète de type 1 et ça induit une prise en charge spécifique, se surveiller, faire ses injections d'insuline, modifier un peu son mode de vie d'une façon ou d'une autre, même si on va dans l'extrême pour le modifier, voilà, c'est aussi une façon de faire. Donc c'est très difficile et puis après, bah, se dire que transmet à son enfant, c'est terrible, voilà. Mais c'est juste pas de chance et c'est comme ça, hein. Il y a
culpabilité à avoir, mais ça, c'est chacun qui le perçoit à sa façon. Donc, même si je vous le dis, c'est pas pour ça que vous n'avez pas le sentiment de culpabilité. Non, mais avec le temps et puis beaucoup de temps d'échange, justement, ça permet un peu de lisser cette culpabilité et c'est Mhm. très bien. Mhm. Est-ce que vous pourriez maintenant me parler justement de la cohorte? Donc ça a été lancé, si je me trompe pas, vous avez dit en 2020 par la Société francophone du diabète. Ça compte déjà plusieurs milliers de participants, dont Ouais, moi. ouais, Euh, merci. quels sont vos objectifs Donc, on est, principaux? Oui, allez-y, pardon. alors, l'objectif principal, il faut toujours en mettre un. Mais en fait, c'est très large. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a un projet extrêmement ambitieux et on est en train de le réussir, qui est d'essayer d'évaluer pourquoi des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 vont développer des problèmes cardiaques ou des accidents vasculaires, un infarctus du myocarde, des choses comme ça. Alors, c'est pas des messages très positifs, désolé, mais c'est vrai que quand on a un diabète de type 1, on va développer plus facilement ces risques-là. C'est 2 fois plus, en gros, pour être très simple. Et en médecine, on essaie toujours de trouver les facteurs de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique ça? Donc, évidemment, il y a l'équilibre du diabète. D'accord? Est-ce que mon taux de sucre il est élevé puisque j'ai un diabète? Et souvent, ce qu'on connaît dans la population générale, c'est le fait qu'il y a la tension élevée, du cholestérol élevé, le tabac. Et on sait que quand on a une atteinte des reins, c'est très lié aussi au risque cardiovasculaire. Mais pour des personnes qui n'ont aucun de ces facteurs de risque, qui sont bien équilibrés, qui ont une tension parfaite, qui ont un cholestérol parfait, qui n'ont pas d'atteinte rénale et qui fument pas, vous gardez un surrisque de faire des problèmes cardiovasculaires lorsqu'on a un diabète de type 1. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et d'essayer de trouver ces facteurs pour pouvoir après protéger les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 en ayant des, des actions spécifiques sur ces facteurs de risque que nous voulons identifier. Alors, pour ça, comment on a fait? On s'est dit, on va recruter le plus large possible des personnes qui vivent avec un diabète de type 1. On veut en recruter 10 000, donc c'est très ambitieux, et on veut beaucoup de données. C'est-à-dire que, et on veut pas trop embêter les centres qui recrutent, parce que ça prend du temps évidemment et ça coûte très cher la recherche. Donc l'idée, c'est intégré dans le soin courant. C'est vrai que les centres, ça peut être des centres hospitalo-universitaires, hospitaliers ou des diabétologues de ville, hein. On a voulu vraiment élargir, mais que des spécialistes. Il n'y a pas de médecins généralistes. Or, pour l'instant, il y a encore beaucoup de diabétiques de type 1, de personnes qui vivent avec un diabète de type 1, qui sont suivies en ville par leur médecin généraliste et pas par un diabétologue. Et moi, je le recommande pas du tout. C'est pas parce que les médecins généralistes sont pas bons, hein. Mais en fait, maintenant, il y a tellement de traitements spécifiques. Ce qu'on disait tout à l'heure, les pompes à insuline, la liaison entre la mesure continue du glucose et la pompe avec les boucles fermées, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les régulations. Le médecin généraliste, il peut pas connaître ça. Enfin, c'est très spécialisé. Et donc, moi, je trouve que toute personne qui vit avec un diabète de type 1 doit consulter un diabétologue. C'est clair et net. C'est une perte de chance de ne pas le faire. Anyway. Donc, en tout cas, dans la cohorte, on recrute par tous ces biais-là, enfin, par ces vecteurs-là. Lors de consultations habituelles ou d'hôpitaux de jour, en général, à l'hôpital, on fait des hôpitaux de jour. Les personnes viennent le matin, elles sortent l'après-midi, on fait les prises de sang, on fait toutes les analyses. Et donc, on va collecter les données de routine dans notre étude. Comme on veut savoir si les personnes y développent des problèmes cardiovasculaires, enfin des artères et tout ça, on a prévu un suivi à 3 ans, à 6 ans et à 9 ans. Voilà. Aussi pour le suivi, pour savoir ce qui se passe dans la vie des patients, on a connecté, enfin on leur demande s'ils sont d'accord évidemment, on est relié à leur remboursement de sécurité sociale par le système national de données de santé. Donc ça, c'est un système où moi, quand je vais à la pharmacie, bah, je donne ma carte vitale et la sécu me rembourse le médicament que je vais prendre. Si j'ai besoin d'un infirmier pareil, si je suis hospitalisé, bah, la sécu, elle rembourse le séjour hospitalier qui est codé. On sait la raison du séjour hospitalier puisque l'hôpital est payé d'autant plus que le séjour était lourd, les causes, etc. Voilà. Et donc, on peut reconstituer l'histoire des personnes de façon indirecte. C'est-à-dire, on sait que même si on fait plus de visites parce qu'on va suivre les patients pendant au moins 20 ans, enfin, c'est ça l'idée, hein. Même si dans 15 ans, il y a un événement, même si on n'a plus prévu de visite parce que ça coûte cher à chaque fois de recueillir toutes les données, finalement, on saura qu'il a fait un problème cardiovasculaire parce qu'il a été hospitalisé et que dans les causes de l'hospitalisation, par exemple, il a eu un infarctus du myocarde. Donc voilà, donc il y a ce suivi passif en même temps. Alors, on veut regarder un peu les causes de ces événements et on veut aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude.
Je vous ai parlé des facteurs de risque, l'attention, le machin. Et donc, nous, on s'attache aussi beaucoup à la qualité de vie de la personne, à son niveau de stress, à son sommeil, plein de questions. On les a créés d'ailleurs, ces questionnaires où on a réfléchi avec des personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et donc, les personnes qui participent à la cohorte vont aussi remplir des questionnaires. Alors, ils le font lors de leur visite d'inclusion, donc vous l'avez eu, vous, donc j'imagine que vous avez pu répondre. Et puis aussi, on les sollicite tous les mois, et s'ils veulent bien, ils sont pas obligés, hein, évidemment, hein, parce que ça prend un peu de temps. On a essayé de faire des questionnaires qui durent à peu près 10 minutes. Ils vont répondre tous les mois à un questionnaire. Donc, il y a des choses sur, enfin, vous pourriez aussi commenté, hein, sur la santé sexuelle, on s'est intéressé aux troubles musculo-squelettiques, on s'intéresse au reste à charge aussi. Finalement, on a beaucoup de chance en France. Les soins sont remboursés, hein, globalement, on a beaucoup, beaucoup de chance. Euh, les boucles fermées sont remboursées, l'insuline n'est pas chère. Aux États-Unis, c'est 300 euros par mois au bas mot, hein, qui ne sont pas remboursés si vous n'avez pas de mutuelle. Donc, ça coûte très cher. Donc, malgré ça, il peut rester du reste à charge. Et donc, on s'intéresse à toutes ces choses-là. Donc, ces questionnaires, ils sont vraiment très utiles pour aller plus loin et vraiment comprendre mieux les personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et dernier point aussi, on fait ce qu'on appelle, nous, une biobanque. Donc, la biobanque, c'est on fait des prélèvements, donc sanguin, urine, de l'ADN dans la bouche, là, comme dans les films de police, voilà, et un peu de cheveux. Alors, c'est pas qu'on est bizarre, c'est juste que les cheveux, finalement, ils collectent toute la pollution, tout l'environnement, et ça permet, on sait que maintenant on peut faire des études à partir des cheveux pour voir un peu la pollution environnante, et on pense que tout l'environnement peut être un déterminant justement des complications du diabète. Voilà. Et donc avec toutes ces choses, encore une fois, quand je vous dis c'est très ambitieux, bah oui, c'est beaucoup de patients, beaucoup de données multicanaux, enfin plein de voilà, pour faire des études. Et donc notre objectif final, c'est d'essayer de mieux comprendre pourquoi certains vont faire des événements cardiovasculaires, des problèmes cardiaques et des vaisseaux, mais aussi évidemment avec autant de données, on a des objectifs secondaires qui sont d'évaluer les problèmes des yeux, des reins, enfin plein de choses. On a fait une étude sur les troubles musculo-squelettiques ce ne sont pas des complications classiques du diabète, c'est connu, hein, mais franchement, et on voit bien qu'il y a énormément de complications des troubles musculo-squelettiques chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, et ça, c'est très intéressant, et donc ça peut permettre justement de motiver pour qu'on les recherche mieux lorsqu'on est diabétologue ou médecin, qu'on accompagne mieux les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 sur cette partie-là, alors que pour l'instant, on va suivre en général les yeux, les reins, les nerfs, les vaisseaux, le cœur, mais pas trop cette partie-là. Bon, voilà un petit peu le profil de l'étude. Et si je suis un diabétique de type 1 et que je regarde notre échange et que je veux faire partie de cette cohorte, quelle est la procédure à suivre? Alors, on a un site qui s'appelle sfdt1.fr. SFD, en fait, pour que vous compreniez comment on a choisi ce nom qui est pas forcément très simple. C'est la Société francophone du diabète. C'est ce qui a généré l'étude, hein. SFD et T1, c'est DT1, diabète de type 1. Donc, sfdt1.fr. Donc, il y a un site internet. Vous avez tous les renseignements. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Nous avons à peu près 70 centres d'ouverts sur toute la France. Donc, en général, les équipes qui recrutent, il faut être dans leur équipe, voilà, mais vous pourrez éventuellement vous adresser à une équipe qui serait pas loin de chez vous si c'est pas votre équipe qui fait. Et aussi, on ouvre encore des centres, donc à chaque fois, le site, de toute façon, il est mis à jour. Autre point, je vous ai pas dit, mais on recrute à la fois des personnes adultes, comme vous, et des enfants. Donc, à partir de 6 ans. Donc, c'est intéressant aussi de suivre les enfants et d'avoir cet apport-là. Voilà. Moi, je peux, en tout cas, en tant que participant, je peux témoigner de l'extrême sérieux du fait que ce soit absolument pas intrusif. Et aussi, au niveau des questionnaires, je trouve que ça tombe toujours très, très juste. Et c'est vraiment pas long. Enfin, ouais, vous avez dit 10 minutes par mois, mais c'est exactement ça. Et on a vraiment le sentiment bah oui, voilà, que ça fait mouche à chaque fois au niveau des questions. Et ça peut aider aussi de temps en temps sur certaines questions. Moi, je me suis, ça m'a permis de comprendre des choses sur moi en répondant à la question. Donc, Ouais. pour Alors, ça, bravo. ouais, c'est un peu le test Biba sur la plage, c'est ça?
Sauf qu'il n'y a pas des grilles pour dire votre caractère et tout ça. Alors on essaye, parce que finalement on vous sollicite beaucoup les patients qui participaient à SFDT1 par ces questionnaires, on le sait. Donc on fait des webconférences, on essaye d'en faire 3 à 4 par an avec un expert. On fait un peu de rendu des questionnaires, mais il y en a beaucoup, donc on choisit quelques questions. On fait des sujets et on a des invités justement pour parler des nouveautés. On avait fait quelque chose sur les boucles fermées dont on a parlé tout à l'heure. La dernière fois, on a fait des choses, justement, ce qu'on a parlé au début sur les cellules souches, toutes les nouvelles technologies très prometteuses pour guérir du diabète de type 1. Voilà, on travaille là-dessus, on a des invités et c'est très sympa. Et on a souvent beaucoup de connectés et c'est des super moments. Et j'avoue que moi, à la fin, souvent, il y a un chat. Bon, alors on fait pas des échanges, hein, parce que il y a trop de personnes qui sont connectées. Mais il y a un chat et souvent les personnes qui sont connectées, ils nous remercient pour tout ce qu'on fait. Et même là, ça me met les larmes aux yeux parce que c'est beaucoup de travail. Et nous, au niveau scientifique, on a aussi une équipe à côté, hein. Là, je vous ai parlé que de Jean-Pierre, Evelyne et moi, mais en fait, il y a toute une équipe, il y a tout le conseil scientifique, enfin, c'est toute la diabétologie française, plus une équipe projet vraiment qui gère et tout. Mais c'est notre plus belle récompense aussi, ça. C'est quelque chose où voilà, dédié et on travaille tous ensemble pour faire avancer les choses. Juste pour vous dire aussi, on a publié déjà des études, des résultats d'études spécifiques, hein, on fait des travaux spécifiques. Là, ce qu'on veut mettre en place, c'est des petits films avec ceux qui ont conduit l'étude, enfin, l'investigateur principal, on va dire, a souvent des trucs d'études, des petits films pour résumer un peu de façon facile à comprendre, hein, pour une personne qui n'est pas dans le monde médical, euh, le résultat de l'étude, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça implique et pourquoi c'est important. Donc ça, on doit les faire. On a tellement de travail, mais c'est vraiment un beau projet et moi j'adore ça. Et c'est vraiment rendre forcément, enfin, aux personnes qui vivent avec un diabète de type 1, qui participent, qui donnent de leur temps, qui comprennent jusqu'où ça va et à quoi ça sert. Donc on est en train de travailler ça et les petits films, ils seront sur le site. Génial. Bah, en tout cas, oui, encore une fois, merci parce que enfin, ça me donne vraiment un sentiment d'être suivi, d'avoir le sentiment que s'il m'arrive quelque chose lié au diabète, je le saurai avant parce que justement, je suis dans le cadre de la cohorte et qu'en plus, j'ai une super diabétologue. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'être dans une voie toute tracée, mais sécurisée. Ouais. Un peu comme quand on apprend à skier et puis qu'on a les 2 parents qui sont autour. C'est vraiment le sentiment que j'ai, autour de cette maladie et ça m'aide vraiment. Donc si les néo-diabétiques peuvent être rassurés à rien à ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme obstacle en règle générale, que ce soit au développement, à la progression de la cohorte ou à la recherche même sur le diabète de type 1? Est-ce qu'il y a des obstacles scientifiques, technologiques, organisationnels que la communauté scientifique doit surmonter pour essayer d'accélérer encore plus les nouvelles solutions? Je sais pas Là, comment. En fait, bah oui, voilà, c'est toujours le nerf de la guerre, en fait, mais on a eu des mécènes, par exemple, pour SFDT1, c'est des industriels pharmaceutiques, mais je dis bien des mécènes, c'est-à-dire que ils ont donné de l'argent juste pour voir. C'est-à-dire on leur doit rien, c'est nous qui avons tout décidé. Ce n'est pas dicté par l'industrie, les études, enfin, vous voyez, c'est pas des trucs produits. Euh, C'est toujours l'argent et les côtés administratifs compliqués, parce que quand je vous parle d'un projet comme ça, on peut penser que c'est très simple, mais on a mis, je sais pas 3 4 ans vraiment à commencer et puis il faut on fait des pilotes sur quelques centres et puis après on adapte et puis voilà. C'est beaucoup de temps et cetera, mais bon, c'est tout. Il faudrait prioriser, enfin voilà, mais toutes les spécialités vous diront: «Mais non, faut prioriser, mon diabète, ma polyarthrite rhumatoïde, mon voilà, mon voilà». Moi, je trouve que quand même, on a de la chance là, la communauté, de diabétologues en France, vraiment s'est mis ensemble pour faire cette étude et c'est juste génial. C'est un honneur d'être enfin investigateur principal avec Jean-Pierre Eveline, de servir cette cohorte. Mais bon, moi je dirais qu'on s'en sort pas mal. Voilà. Je suis plutôt content.
Donc, je dirais que oui, on a eu plein d'obstacles, mais on essaye de les surpasser, comme une personne qui vit avec un diabète de type 1. Qu'est-ce que vous diriez très simplement aujourd'hui à quelqu'un qui vient de découvrir son diabète de type 1? Quel message d'espoir vous aimeriez dire tout simplement à cette personne? Enfin, ça dépend vraiment de la personne et de son vécu. Voilà. Souvent, il y a une espèce de sidération au début, on comprend pas, on sait pas ce que c'est, hein, le diabète, hein. Donc souvent, bah, c'est l'interroger déjà sur ce qu'il sait, ce qu'il a compris pour mieux le comprendre et éventuellement corriger. Heu, il y a plusieurs points, je dirais, je sais pas comment vous dire exactement, mais c'est pas grave. Je vais faire, ma comme ça sort. Heu, Bah, que je suis désolé, déjà. C'est comme ça, voilà. Mais qu'il y a pas de culpabilité à avoir. Souvent, il faut travailler là-dessus, hein. Vous avez évoqué la culpabilité. Heu, Souvent, il y a quelque chose comme ça: «Ah, je comprends pas, je mange pas de sucre et tout». Bah oui, mais voilà, c'est pas ça la cause de toute façon, mais il faut bien réexpliquer ça parce que voilà, ça tombe dessus, c'est pas de chance, c'est malheureux. La deuxième chose, c'est que l'insuline, c'est génial et que ça sauve la vie. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui voient le diabète que par l'insuline et ces putains d'injections à faire, cette putain de surveillance et ne pas accepter, le diabète souvent, c'est ne pas faire ces injections, pas se surveiller justement. C'est lutter, voilà et la bataille finalement, je trouve qu'elle est mal placée. Elle n'est pas contre le sucre qui est trop et qui malheureusement détruit petit à petit, abîme le corps, l'intérieur du corps en plusieurs années, hein, c'est pas immédiat heureusement. Heu et et souvent, voilà, il y a un transfert et c'est l'insuline, putain d'insuline que je vais pas faire et tout ça. Alors qu'au contraire, on a de la chance en France, on a de l'insuline, c'est remboursé, c'est gratos, hein. On a des super docteurs, on est bien accompagné, on a vraiment beaucoup de chance et bah, on va faire au mieux avec ça. On peut s'en sortir. C'est pas pour ça que c'est facile encore une fois, mais ce message-là, je trouve qu'il est hyper important. La stigmatisation et tout, c'est terrible et puis derrière, bah, c'est pas facile le diabète. On n'aura plus la même vie qu'avant, même si on a des nouveaux outils dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses nouvelles. Mais bah, ouais, ça sera plus jamais pareil. Mais on peut s'appuyer dessus aussi pour créer de nouvelles choses. Hem, voilà, c'est pas simple. C'est plus simple, hein, de pas avoir de diabète, de manger ce qu'on veut quand on veut, d'aller faire du sport quand on veut, de pas réfléchir, on n'a pas à réfléchir. Alors que là, il y a une charge mentale importante dans le diabète de type 1. Faut penser beaucoup, on pense énormément à notre diabète, dans toute notre vie courante. Donc là, je suis pas en train de vous donner des super messages d'espoir à l'annonce du diabète, mais je trouve qu'il vaut mieux être dans la réalité et l'accompagner et puis, quand même, les messages d'espoir, bah, c'est tout ce qu'on a dit là, c'est tous les progrès thérapeutiques, l'accompagnement, la bienveillance qu'on peut avoir auprès des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 pour faire au mieux avec la vie, hein. Ouais. Bah, vous voyez, très sincèrement, tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que, malheureusement, moi, je n'ai pas entendu quand on m'a diagnostiqué mon diabète à l'hôpital. Parce que le problème, je trouve, quand on est, dans ce type de situation, c'est on a le corps médical qui nous parle dans des termes médicaux Mmh. et nous, on reçoit l'information, mais on n'arrive pas à la traiter et pourtant, là, vous venez de le faire avec des termes simples et là, ça a fonctionné. Donc merci. Ouais, je vous en prie. Merci pour ça. J'ai plus de questions parce que vous avez été d'une efficacité et d'une spontanéité, exceptionnelles. Donc merci beaucoup. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je sais que vous avez un emploi du temps qui est très, très, chargé. Hem, Merci beaucoup. Je me suis beaucoup retrouvé dans vos réponses parce que quand tout à l'heure vous parliez notamment des progrès qui avaient été faits en matière de traitement actuel. Moi, j'ai commencé sous, stylo, aiguille, Ouais, en me disant: «Non, non, les pompes à insuline hors de question» et je dis ça, mais j'ai que 5 ans de diabète, donc je suis un genou. J'ai pas connu toute la période, ouais, et finalement, je suis passé sous Omnipod. Ça m'a grandement facilité la vie puisque je j'avais pas commencé à développer des troubles, mais j'en étais presque arrivé à me poser la question de l'insuline que vous venez d'évoquer. Est-ce que je vais me faire des piqûres et cetera? C'est chiant, tout ça. Donc la pompe à insuline m'a beaucoup aidé et puis, dernièrement, grâce à ma diabétologue, grâce au docteur Emmanuel Cornet-Sokol, je suis passé, sous Diabeloop, qui a complètement changé ma vie. Maintenant, mes statistiques sont, quasiment proches de quelqu'un qui n'est pas malade. Je me remets à dormir
toutes mes nuits complètement. Alors je ne dirais pas que je me sens plus malade, ça c'est pas vrai bien entendu, mais ce que je dis régulièrement, c'est que ma bande passante de charge mentale, elle est passée de 80% je pense au diabète à 50% je pense au diabète. Et ces 30% dans une bande passante, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Bien sûr. Donc on ne peut que, dans ma position et dans la position de plein de diabétiques, on ne peut que remercier le corps médical dans son entièreté pour tout le travail que vous faites au quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Bon, bah, merci. Come crawling faster, faster. Obey your master, master. Your life burns faster, faster. Obey your master, master. Master of puppets, I'm pulling your strings, twisting your mind and smashing your dreams. Blinded by me, you can't see a thing. Just call my name, 'cause I'll hear you scream.